La perception de l'objet comme réalité substantielle ne se constitue de manière effective qu'avec les comportements de la manipulation et du détour qui apparaissent chez les mammifères. La manipulation résulte du développement de l'appréhension retardée des membres antérieurs, maintenant l'objet en place pendant que l'animal s'apprête à le prendre dans la bouche. Ainsi se réalise la posture familière aux petits mammifères, rongeurs et insectivores, qui tiennent la nourriture entre leurs pattes de devant pour la manger. Le chat joue avec la souris avant de la tuer. L'acte de manipulation qui consiste dans sa phase originelle à retenir l'objet à une certaine distance de la bouche réprime le mouvement esquissé d'appréhension et le renvoie au vécu sous la forme d'un mouvement intentionnel où le sujet a déjà idéalement saisi l'objet dans sa bouche et le possède dans cette perception comme une chose réelle et substantielle. Corrélativement, le développement de l'exploration produit le comportement du détour. Déjà au stade du pur monde des fantômes, la structure réelle du milieu a imposé au glissement du reptile la forme objective du contournement des obstacles. L'intériorisation de cette forme par des esquisses anticipées qui la reproduisent au niveau des commandes nerveuses aboutit à l'acte du détour, qui n'est pas autre chose qu'un contournement qui se réalise sur un contournement préalable déjà esquissé. Dans un tel mouvement, le premier contournement est réprimé et vécu comme un acte intentionnel où l'objet poursuivi est d'ores et déjà appréhendé par-delà l'obstacle idéalement contourné. L'objet n'est plus alors perçu comme un fantôme qui n'existe que dans son apparition effective, mais comme une chose réelle qui subsiste en permanence derrière l'écran de l'obstacle. Ainsi, un chien auquel on montre un objet que l'on jette par la fenêtre n'hésite pas à prendre la porte et descendre l'escalier pour aller le chercher dans la cour. De manière plus générale, les carnivores font des détours pour aller au-devant du gibier, pendant que les herbivores adoptent le même comportement pour leur échapper. L'acquisition du sens de réalité permet un progrès notable dans les relations intersubjectives qui s'élèvent à la forme du sentiment. L'autre, perçu comme une substance permanente, ne motive plus simplement des émotions comme la joie, la peur ou la colère, mais également les sentiments correspondants d'amour, de crainte et de haine. La permanence du sentiment qui permet de soumettre les mammifères au conditionnement complexe de la domestication rend compte également de leur organisation à l'état sauvage, en famille et peuplade, où la vie sociale ne consiste plus dans le simple rassemblement des individus, mais dans l'unité différenciée d'une activité de collaboration. Ainsi, les loups, quand ils chassent en bande, se partagent la tâche, certains individus s'éloignant pour abattre le gibier, au risque parfois de n'être pas présents au moment du partage. En revanche, les troupeaux attaqués se groupent souvent de manière à laisser les femelles et les petits au centre, les mâles garnissant la périphérie et faisant face à l'assaillant. De manière plus générale, la structure du sentiment définit la forme même de la vie subjective parvenue à la perception de la chose permanente. Elle produit l'autonomie du sujet, qui garde le souvenir de ses émotions passées et les applique à la situation présente, se dirigeant ainsi suivant l'unité d'un sens objectif, tel qu'il se constitue à travers la multiplicité des apparitions. L'objet n'est plus simplement une forme attrayante ou terrifiante, mais une réalité que l'animal a appris à connaître. Ainsi s'élabore une unité de l'expérience qui élève le comportement au niveau de l'activité intelligente et volontaire. Tel est le stade qui se réalise dans l'ontogénèse vers l'âge de 9 mois, alors que dans la période précédente, l'enfant n'est pas capable de retourner un biberon qu'on le présente de manière à faire disparaître peu à peu la tétine derrière le fond, ou de prendre un hochet que l'on place sous son oreiller. On le voit maintenant chercher l'objet derrière l'obstacle. Le comportement nouveau résulte du développement de l'appréhension primitive qui, une fois amorcée, tente à se poursuivre même si l'objet disparaît du champ visuel. Mais la réalisation du détour définit immédiatement un niveau plus élevé où l'appréhension directe est réprimée et vécue comme la saisie intentionnelle d'une substance permanente. On constate également à ce niveau l'apparition de l'acte de la manipulation. Déjà au stade précédent, le schème de l'appréhension se prolongeait par des mouvements d'agitation qui produisaient sur les objets extérieurs des effets plus ou moins attrayants. Ainsi, l'enfant qui a fait bouger un hochet suspendu au toit de son berceau en secouant une corde se met à répéter le même mouvement. L'acte d'agiter se constitue comme un comportement nouveau qui implique en lui un mouvement d'appréhension esquissé et immédiatement réprimé et le renvoie à la conscience sous la forme d'un mouvement intentionnel où l'effet obtenu par l'agitation commence déjà à être saisi comme une chose. Ainsi s'ébauche de manière sporadique le sens d'une possession idéale qui
qui tend à se reproduire toutes les fois qu'un obstacle intéressant s'arrête et éveille par son arrêt même une esquisse d'appréhension qui s'absorbe immédiatement dans le schème de l'agitation où elle se trouve, réprimée et vécue comme intentionnalité du désir. Ainsi, dans une observation de Piaget, un enfant de 7 mois que l'observateur vient de faire rire en grattant un coussin se met aussitôt que le spectacle s'arrête à se cambrer, balancer la tête, secouer les mains et celles de l'observateur, etc. Le développement de ces conduites immédiates pour prolonger le spectacle intéressant aboutit vers le 9e ou le 10e mois aux premières formes de la manipulation. Dans une expérience identique à la précédente, le même enfant, au lieu de s'agiter, secouer, frapper, etc., se met à pousser la main de l'observateur dans la direction du coussin. Dans un tel comportement, l'acte automatique d'appréhension est complètement réprimé et vécu comme un acte intentionnel par lequel le sujet tient définitivement la main et le coussin en sa position idéale. Il les perçoit ainsi non plus comme de simples formes extérieures ou des objets encore instables du désir, mais comme des choses effectivement réelles qu'il met en rapport. Cependant, le rapport lui-même ne se présente encore que sur le plan de la pure extension de l'horizon des fantômes. Il n'est pas constitué comme un rapport effectivement réel. À ce stade, l'objet n'a acquis son sens de réalité que comme objet individuel, en tant qu'il se détache du monde fantôme comme une substance permanente. Il n'est pas encore perçu comme un moment dans un ensemble de relations réelles. La réaction typique de ce stade consiste précisément en ce que l'enfant, après avoir trouvé une fois l'objet derrière l'écran, le cherche de nouveau au même endroit, même si on l'a déplacé sous ses yeux pour le mettre derrière un autre écran. Ainsi, dans une autre observation de Piaget, un enfant de 10 mois auquel l'observateur vient de prendre son rocher pour le cacher sous son matelas, à sa gauche, le retrouve immédiatement. Mais l'observateur ayant repris l'objet pour le mettre sous le même matelas, mais à droite, l'enfant qui a suivi attentivement le mouvement se retourne aussitôt, l'objet disparu et se met à le chercher à gauche. L'objet a donc bien été perçu comme une substance qui continue à exister après sa disparition derrière l'écran, mais le déplacement n'a pas été saisi comme l'affectant dans son sens de réalité. En d'autres termes, l'objet ne se présente pas comme un élément du monde réel, où toute existence implique un ensemble de rapports réels. Il surgit de la pure extension du monde des fantômes comme une simple réalité singulière, sans rapport avec ses déplacements ultérieurs. L'horizon du monde réel, comme milieu de rapport réel, ne se constitue qu'avec le développement de la manipulation dans l'acte du lancement et la conduite de l'intermédiaire que l'on voit apparaître avec les singes inférieurs. La manipulation chez les quadrupèdes ne consistait encore qu'à faire bouger l'objet avec les pattes de devant, en le maintenant à une petite distance de la bouche, celle-ci se tenant toujours prête à l'appréhender. Avec le développement de la vie arboricole, les doigts s'assouplissent en s'accrochant aux branches et aboutissent chez les primates à la formation de la main, grâce à laquelle se constitue une forme nouvelle d'appréhension, d'une portée plus large, en même temps qu'elle entraîne une extension décisive du champ de la manipulation. L'objet manipulé est déplacé dans tous les sens dans un acte qui s'intériorise sous la forme d'esquisse anticipée, où l'animal se dispose d'ores et déjà à déplacer l'objet. Le mouvement qui s'esquisse s'abrège en s'absorbant par l'acte de jeter ou de lancer. Dans cette forme nouvelle, l'acte de manipulation se trouve réprimé et vécu comme un mouvement intentionnel où le sujet a conscience de porter l'objet tout le long de sa trajectoire et d'avoir ainsi en sa possession idéale non seulement l'objet comme tel, mais la trajectoire même qu'il parcourt. Ainsi, les déplacements de l'objet apparaissent dans la perception comme des mouvements réels dont l'ensemble définit une spatio-temporalité et une causalité réelle comme structure d'un monde réel. Dans un tel horizon, les objets entrent en des rapports réels qui se révèlent à la conscience dans l'acte de médiation, se réalisant originellement sous la forme de la conduite de l'intermédiaire. Il arrive en effet dans l'expérience de la manipulation que le déplacement d'un objet en rapproche un autre qui se trouvait hors de portée du sujet. Ainsi, l'animal, en maniant une branche, peut amener accidentellement à lui le fruit qu'elle porte à son extrémité, la manipulation s'étant achevée sur un acte d'appréhension. Le processus se reproduit par des esquisses anticipées qui finissent par se constituer en une forme nouvelle, en s'abrégeant et en s'absorbant dans une appréhension médiatisée, où l'animal s'empare du fruit en tirant sur la branche. Dans un tel comportement, le mouvement antérieur qui s'esquisse est immédiatement réprimé sous la forme d'un mouvement intentionnel,
où le sujet a conscience d'un acte de manipulation s'achevant sur une appréhension et tient ainsi en sa possession idéale le mouvement de la branche qui amène le fruit. Ici encore, bien évidemment, la réalité du comportement échappe au vécu, puisqu'elle ne consiste pas dans la succession d'une manipulation et d'une appréhension, mais bien dans l'appréhension du fruit par l'intermédiaire de la branche. En d'autres termes, le sujet ne perçoit encore la branche que dans un rapport réel de solidarité avec le fruit, le déplacement du fruit ne faisant qu'un avec celui de la branche dans le mouvement intentionnel de la manipulation qui s'achève sur l'appréhension. La branche apparaît ainsi à la conscience comme un simple prolongement du fruit et non pas comme ce qu'elle est en fait, à savoir un objet distinct servant d'intermédiaire. Ainsi, la forme de la médiation définit bien la réalité du comportement. Elle ne s'est pas encore intériorisée dans la conscience. L'acte de jeter ou de lancer ainsi que la conduite de l'intermédiaire apparaissent chez l'enfant vers la fin de la première année. L'objet est tout d'abord lâché après un mouvement brusque de déplacement qui reste encore dans la forme de la manipulation puisqu'il ne tient aucun compte de l'action de la pesanteur. Mais le mouvement s'abrège progressivement et s'absorbe dans le schème du jet ou du lancement qui se présente bien ainsi comme le résultat du développement de la manipulation. De même, la conduite de l'intermédiaire prend naissance dans le jeu où l'enfant, en tirant de manière fortuite sur une ficelle, rapproche l'objet auquel elle est attachée et l'appréhende. Mais la succession de deux mouvements s'abrège et s'absorbe dans une forme unique où l'enfant s'empare de l'objet en l'attirant avec la ficelle. Dans ces comportements nouveaux, le milieu extérieur apparaît au sujet non plus comme la simple extension du monde fantôme dont se détachent un certain nombre de réalités singulières, mais comme un horizon de déplacement et de rapport réel, perçu dans un acte réprimé de manipulation qui porte idéalement l'objet dans tout le cours de sa trajectoire et dégage le rapport marqué par le mouvement de l'intermédiaire qui entraîne l'objet convoité. Cependant, dans une telle perception, le rapport n'est encore saisi que comme effectivement réalisé dans le champ présent, l'acte vécu de la manipulation intentionnelle ne pouvant définir que la liaison réelle par laquelle il donne accès à l'appréhension, et non pas le rapport comme tel dans son être idéal, comme indépendant de la disposition actuelle des objets. En un mot, la ficelle n'est encore perçue que comme un prolongement réel de l'objet convoité, et non pas comme un second objet qui médiatise le mouvement, mais garderait son individualité propre et pourrait ainsi se présenter dans d'autres positions. L'intermédiaire n'apparaît que dans la forme réelle du comportement. Il ne s'est pas encore absorbé dans l'intention vécue. Le sens de médiation se révèle au sujet dans l'utilisation de l'instrument qui se constitue comme un développement de la conduite de l'intermédiaire chez les anthropoïdes, ainsi que chez l'enfant vers l'âge de 18 mois. Au stade précédent, un simple contact optique suffisait déjà à déclencher le mouvement de médiation. L'objet convoité se présentant au bout d'une ficelle ou de tout autre objet, par exemple le bâton, le sujet tire sans hésiter sur cet intermédiaire. L'échec qui en résulte provoque des tentatives nouvelles où le sujet se met à frapper l'objet avec le bâton et à le remuer dans tous les sens. Les déplacements aboutissant dans des cas fortuits à rapprocher l'objet, le mouvement tente à se reproduire par des esquisses de cette forme et finit par s'absorber dans un comportement nouveau. Le sujet, au lieu de tirer simplement sur le bâton ou de l'agiter, l'applique à l'objet dans un mouvement qui amène celui-ci à la portée de la main. Dans cet emploi de l'instrument, le mouvement antérieur est réprimé et vécu comme un mouvement intentionnel, où le sujet a conscience de s'emparer de l'objet par l'intermédiaire du bâton. Ainsi, une fois de plus, la forme réelle du comportement échappe à la conscience. Car en fait, le bâton n'est pas un simple intermédiaire défini par son rapport à la situation présente, mais bien un instrument qui fonctionne par son efficacité intrinsèque. Or, le sujet ne le perçoit justement pas dans cette efficacité, mais simplement dans le rapport où se médiatise le mouvement par lequel il s'empare de l'objet convoité. La fonction instrumentale ne sera comprise qu'au stade suivant avec l'usage de l'outil, où l'objet médiateur ne sera plus simplement utilisé dans la situation présente, mais également produit, conservé, entretenu, et prend ainsi pour la conscience le sens d'un instrument efficace par lui-même. Au niveau auquel nous sommes arrivés avec les anthropoïdes, le sujet a sans doute déjà dépassé la simple perception du rapport réel entre l'intermédiaire et l'objet et commence à s'élever à un début de représentation du rapport idéal qu'il réalise précisément en mettant l'instrument en place. Mais l'être idéal, ainsi représenté, ne se constitue encore que dans les limites du champ de perception. Comme le remarque Kohler, il faut que le bâton ou tout autre objet
pouvant remplir le même rôle, soit placé au voisinage de la région du but, de manière qu'il puisse être aperçu en même temps, ou du moins que le sujet puisse passer de l'un à l'autre par un léger déplacement du regard. Naturellement, l'habitude une fois acquise, le chimpanzé peut se mettre à la recherche du bâton dont il a besoin. Mais là encore, le comportement n'est déterminé que par la situation immédiate, l'instrument n'étant l'objet d'aucun soin en dehors des occasions où son emploi s'impose. L'idéalité du rapport ne se constitue donc encore que sur le plan de l'imagination élémentaire, où s'esquisse la médiation évoquée par les données présentes et immédiatement absorbée et réprimée par l'acte réel. Le chimpanzé, en s'emparant du bâton, ne le perçoit plus comme une simple réalité donnée, mais l'imagine dans le rapport idéal qui médiatise l'appréhension de l'objet convoité. Ainsi, la forme de l'intermédiaire s'est réfléchie dans la conscience, mais seulement dans l'actualité de son opération. L'image n'est précisément que ce pur devenir même où le réel dépasse sa réalité immédiate pour s'absorber dans un pur mouvement médiateur. Mais le mouvement ne vaut que par son surgissement effectif devant la situation donnée. Il ne s'est pas réfléchi dans la forme idéale de sa fonction médiatrice. L'opération de l'instrument est imaginée dans le vécu évanescent d'une esquisse de médiation, comme mouvement du pur passage. Elle n'est pas pleinement représentée comme une détermination de son être, indépendante des circonstances de son actualisation. La perception de l'instrument comme instrument, dans son efficacité intrinsèque, ne se constitue qu'avec l'usage de l'outil qui marque l'apparition de l'homme. L'outil achève la dialectique par laquelle les vertébrés ont absorbé et assimilé la pure extériorité du fantôme qui se présentait comme une pure donnée étrangère dans l'acte d'appréhension chez les poissons. Le reptile explore l'espace ambiant. Le mammifère se détourne devant l'obstacle et manipule les objets. Le singe inférieur profite de l'intermédiaire. L'anthropoïde utilise l'instrument. Mais seul l'homme sait user de l'outil. L'usage permanent de l'outil défini par les conduites de la conservation et de la production résulte du développement naturel de l'utilisation occasionnelle de l'instrument. Déjà chez les anthropoïdes, l'instrument pouvait prendre par l'effet de l'habitude un début d'autonomie et de stabilité. Ainsi l'on voit dans une observation de Guillaume un chimpanzé accoutumé à l'emploi du bâton refuser de rendre l'instrument dont il vient de se servir et le mettre en sûreté sous son pied. Mais cet acte de conservation ne dépasse pas le court moment que dure l'influence de la situation précédente, et au bout de quelques minutes, l'animal se laisse prendre le bâton sans résistance. D'autre part, dans de nombreuses expériences rapportées par Kohler, on voit apparaître déjà une activité occasionnelle de production. Ainsi, le chimpanzé sultan se fait un bâton en arrachant une branche à un arbre, en étirant un fil de fer recourbé ou en enfonçant l'un dans l'autre deux roseaux de sections différentes. Il lui arrive même de travailler une planchette en la rongeant à l'une de ses extrémités pour pouvoir la fixer à l'orifice d'un roseau et obtenir ainsi la longueur nécessaire. Ainsi commence à se constituer une forme nouvelle où l'utilisation simple de l'instrument est dépassée et réprimée, vécue comme un mouvement intentionnel où le sujet a conscience d'utiliser idéalement l'instrument qu'il garde ou qu'il prépare et qui lui apparaît ainsi déjà dans son efficacité intrinsèque comme un pouvoir idéal qu'il tient en sa possession. Il est vrai qu'il ne s'agit là que de cas extrêmes qui marquent de manière sporadique la limite de l'intelligence animale. Il n'en témoigne pas moins d'un processus qui s'est réalisé à une vaste échelle dans la phylogénèse, quand au début du Quaternaire, le recul de la forêt imposa le retour au sol, où une multitude de problèmes nouveaux favorisèrent le développement intellectuel commencé dans la vie arboricole. L'appauvrissement des ressources végétales obligea l'ancêtre humain à revenir au régime omnivore et l'incita ainsi à faire un usage permanent de la pierre et du bâton pour tuer le gibier. Le stade anthropoïde fut dépassé grâce à une longue expérience à la fin de laquelle l'hominien avait acquis l'habitude de garder soigneusement ces instruments trouvés dans la nature et au besoin de les produire en arrachant une branche à un arbre ou en cassant une pierre de manière à la rendre plus préhensible. De tels comportements ne supposent rien de plus que le développement et la stabilisation de l'utilisation occasionnelle de l'instrument, telle qu'elle se présentait chez l'anthropoïde. Il n'en constitue pas moins une structure radicalement nouvelle, où la forme de l'utilisation est définitivement absorbée et réprimée, vécue en des esquisses constamment renouvelées qui font apparaître au sujet cet outil qu'il produit et garde sur lui comme un objet porteur de pouvoir.
Le rapport idéal de médiation ne se présente plus comme une simple image évanescente qui surgit à l'occasion de la situation donnée. Comme pur moment disparaissant, il commence à s'objectiver dans l'unité relativement stable d'une représentation proprement dite, où l'opération médiatisante se présente comme une possibilité pratiquement acquise dans la conscience, toujours disponible d'une efficacité intrinsèque. Cependant, ici encore, la réalité du comportement échappe à l'intention vécue, car l'acte de production consiste dans un travail dont le sujet n'a pas encore pris conscience comme tel, puisqu'en fabriquant l'outil, il ne se le représente originairement que dans la simple fonction de son utilisation possible, et non pas dans sa structure objective, telle qu'elle se constitue dans les articulations de ce travail même. Le mouvement du travail comme force productive ne se réfléchit dans le vécu que dans les conduites de l'organisation et de l'enseignement, où le processus de la production devient l'objet d'une volonté consciente sous la forme originaire de la volonté de l'autre, comme un autre soi-même.